Gérard Chelna, donc, il est l'un des plus grands pénalistes français, est un garçon formidable qui a quand même déjà 66 ans, voilà, même s'il ne les fait pas. Depuis avant-hier. Depuis avant-hier, c'est vrai? Oui. Alors, joyeux anniversaire, Gérard, qui est un garçon délicieux. Il a eu son barreau en 1979. Et alors, dis-moi, tu as choisi la partie pauvre du doigt, parce que le pénal, ça ne paye pas. Pourquoi tu ne fais pas des fusions-acquisitions comme tout le monde pour être riche? C'est pas ça qui te motivait dans la vie? Alors, franchement, je me le demande aussi. Je me suis dit, mais t'es con quand même d'aller défendre des trucs pas possibles, Ouais. alors que, oui, mais c'est une erreur de casting. Un vrai choix, quoi. Oui. Ce genre de démarche, c'est attaquer l'impossible. Et si on n'est pas tout le temps en train de se dépasser et de le faire pour les autres, je pense qu'on rate une partie du plaisir de la vie. Allez, quelques souvenirs, des trucs très drôles. Les disparus de Mourmelon, par exemple. C'était ma première affaire importante. Ça commence pour moi en 87 et ça va durer jusqu'en 2003. Ça veut dire que pendant 16 ans, on se bat pour essayer de faire apparaître la vérité. Pas beaucoup de disparus. Et 2003, on juge, je pense que certains s'en souviennent, on juge l'adjudant Chanal. J'étais persuadé que ça ne se passerait jamais. C'était l'Arlésienne. Premier procès, je remplis ma voiture avec le dossier des tomes. J'entends, on vient de retrouver Pierre Chanal, il s'est suicidé, il n'était pas mort. Et donc, on réussit à le ranimer. Je dis, mais il est en liberté. Il a fui son procès. Mettez-le en détention. Et surtout, monsieur le procureur général, occupez-vous de lui, qu'il ne puisse rien lui arriver. 4 mois plus tard, le procès reprend. Le premier soir, Chanal refuse de venir. Le premier soir, il est à l'hôpital. Il arrête sa grève de la faim. Il mange, il boit. Il a 2 lames de rasoir qui sont collées sous son palais. Et il va se suicider de manière extrêmement méthodique. Il enlève les élastiques. C'est bon. C'est intéressant. Il enlève les élastiques de son pantalon. Il se met des garrots aux épaules, aux cuisses. Et il se coupe l'artère inguinale 2 fois, parce que c'est un rasoir à 2 lames. Bon, très bien. Alors, dans les autres histoires très drôles avec les gens très fréquentables, Michel Fourniret. Eh ben, Michel Fourniret, c'est la suite de Chanal. C'est-à-dire Chanal se suicide en 2003. Je sors un bouquin pour expliquer qu'il est coupable. Et puis, 15 jours plus tard, une journaliste me téléphone et me dit « Hé Gérard, il est tard. Tu sais l'affaire de Mourmelon ?» Ouais. Fourniret a avoué. Je me dis, ça y est, j'ai sorti un livre pour dire que Chanal était coupable et c'était Fourniret. Non, c'était une jeune femme qui avait été retrouvée sur le camp de Mourmelon en 88. On n'avait jamais retrouvé son assassin. En 2004, il avoue et on va se retrouver pendant des années, 2004-2008 pour moi, en face à face avec ce couple assez étonnant, Mimi Momo. Et voilà, et on se retrouve après sur un procès qui est un procès délirant, où on touche, tout à l'heure vous parliez de la complexité du mal, on touche le mal absolu. Et la question qu'on a posée, c'est comment on devient Fourniret. Son frère est venu. Son frère a enlevé le R de son nom, il s'appelle Fournier maintenant. Et comment on passe de Fournier à Fourniret? On n'a pas la réponse. L'avion Rio-Paris? Il s'est cassé la figure. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Ils avaient besoin d'avocats. Moi, j'ai fait dans les tueurs en série. Des tueurs en série, je me suis retrouvé finalement impliqué dans les suites du tsunami. J'ai un de mes clients qui a perdu 3 enfants à Kaolack. Et il y a eu une tentative de monter quelque chose pour comprendre comment, dans un groupe comme Accor, on pouvait ne pas avoir anticipé le tsunami, alors qu'il était anticipé par un certain nombre de personnes. On a fait une démarche et ça a été mon premier dossier de catastrophe. C'était un dossier très dur. Je suis allé en Thaïlande. On a fait plein de choses, je vous raconterai, mais en privé. Et du tsunami, je me retrouve dans les dossiers de catastrophe. Le premier, c'est le Concorde. Le deuxième, c'est le Rio-Paris. Puis ensuite, les trains qui déraillent. Donc, les trains qui déraillent, c'est le dernier, on l'a plaidé au printemps, c'était le TGV, le 14 novembre 2015, Bretigny. Donc, des dossiers très, très intéressants, très techniques. Et puis les attentats de Nice aussi, il est impliqué aussi? Alors, les attentats, ça commence pas à Nice, ça commence avec Charlie, ça continue à Villejuif avec un type qui voulait tirer dans les églises. Ça va en Tunisie, où je suis allé plaider l'attentat du musée du Bardo.
On arrive en novembre 2015, et là, c'est un cataclysme. Charlie avait été quelque chose de terrible. Et moi, je ne pensais pas pouvoir ressentir pire. Et puis, il y a le Bataclan. Je reçois, entre le mois de novembre et le mois de juin 2016, je reçois plusieurs centaines de personnes juste pour les informer de ce qui se passe. Et on bascule dans une horreur totale. Et quand on prend quelques jours de vacances, on est le 14 juillet 2016 et le camion dévaste la promenade. Donc ça a été une période assez intense. Oui. Alors, pour te détendre, tu pratiques le golf. Quel handicap es-tu? Je suis handicapé du dos surtout. Oui, t'es quel handicap? Alors, je ne fais plus de compétition depuis longtemps. J'ai mon kiné à côté de moi. Je suis 23. C'est bien ça. Ça va. 23 quand ça va, quoi. Ouais. Et alors, par contre, tu t'es essayé aussi en politique, un peu comme Natacha. Tu as tenté ta chance à la députation. Tu as même essayé de briguer la mairie de Reims. C'est quoi ton meilleur souvenir, s'il y en a un, et ton pire souvenir en politique? Mon pire, j'en ai pas mal. Je suis allé à la députation parce que j'ai cru à ni droite ni gauche. Et j'ai cru qu'on arrêterait les magouilles. Donc je suis allé dans une circonscription. C'est quand même super naïf. Hein. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Et je suis allé sur une circonscription qui avait été gelée, pas de magouille, qui avait été gelée. Et c'était sympa. J'ai failli être élu. J'ai eu plus que 864 voix. Bon, donc tu es un jeune papa heureux? Je suis un jeune papa et je suis heureux. Et heureux, quoi. Et toi, François, tu es marié avec la même personne depuis 26 ans, c'est ça? Exactement, oui. Je suis marié. 26 ans, mais c'est long, non? Non, c'est une très belle aventure. Alors, il est né en 1976, qui explique beaucoup de choses. Il est kiné ostéo. À l'époque, c'était deux professions qui ne pouvaient pas s'encadrer. Là, maintenant, c'est l'union sacrée, non? Exactement. Il y avait les kinés et puis les ostéos ont débarqué. Les ostéos ont débarqué, c'était un peu des gourous à l'époque. Et puis, ça s'est légiféré. Et maintenant, il y a une quantité d'ostéopathes assez astronomique, puisque en France, la seule profession médicale où il n'y a pas de numerus clausus, de concours d'entrée, c'est ostéo. Allez. Donc maintenant, vous avez 50 000 euros, vous voulez faire un métier, somme toute, passionnant. On s'achète un diplôme, quoi. Exactement. Très et après, bien. vous soignez papa-maman, et puis après, vous êtes au chômage. Puis après, on prie pour qu'il ait mal au dos, Gérard. Alors, toi, tu travailles beaucoup dans le sport, hein, dans le foot à Reims, donc il y a le stade de Reims, dans le basket aussi, c'est ça? Tu es très sportif. Personnellement, non. Non, mais ça se voit. Mais non, mais tu travailles beaucoup avec les sportifs, non? Je fais beaucoup de... Oui, je travaille avec beaucoup de sportifs depuis que j'ai commencé. J'ai eu la chance de rencontrer des sportifs du monde entier et des sports... tous sports, des Kenyans qui font le marathon à des sprinteurs américains et des sports collectifs. Football que je n'aimais pas et basket. Alors, votre point commun, ce sont les voitures. Hein. Vous adorez les bagnoles tous les deux. Toi, tu roules en quoi, François? Enfin, tu t'amuses en quoi, plutôt? Je m'amuse avec une vieille BMW de 1986. Et toi, Gérard? Une vieille BMW. C'est lui qui m'a dit. Hein. Ah oui. En fait, la première fois que je suis allé sur un circuit, c'était avec une Tesla. C'était complètement hérétique, mais c'était amusant. Et c'était tellement amusant que je me suis acheté une vieille BMW qui est de 89. Alors, partage par le sport. Donc, tu as connu François et son assos qu'il a monté en 2017 via une vente aux enchères, c'est ça? Vente aux enchères. Bon, voilà, je suis un notable, je suis invité comme un notable. Ils sont gentils, ils me reçoivent bien, j'achète 3 trucs. Et je suis invité, quelques mois plus tard, à une journée où je me dis, c'est pas possible, j'ai du boulot, je vais pas y aller. C'est pour ça que j'y vais avec la Tesla, quoi. Et c'était une journée où on allait rencontrer des handicapés. Vas-y, tu continues? Et c'est en 2017 que tu as lancé ça. Dans ta famille, tu as des gens qui sont handicapés? Oui, j'ai mon beau-frère qui est trisomique plus autiste. Il a le combo gagnant, le pauvre. Il a une quarantaine d'années et un âge mental de 2 ans. Donc, j'ai baigné dedans. Mais partage par le sport, c'est avant tout... ça commence par des guilis dans le ventre. C'est quand je suis petit que je vois une voiture de sport qui passe, je trouve ça hallucinant, c'est magnifique. Une Porsche 944 Turbo à l'époque, c'était incroyable. Une Ferrari Mondial T. Puis voilà, je grandis et puis j'ai la chance de rencontrer des personnes par mon travail. Et puis on me propose d'aller sur circuit pour goûter le sport automobile. Et là, les guilis, il y en a plein. Hein. Et puis les émotions sont assez intenses. On m'amène sur la glace, je fais des courses sur glace. Et puis quand même... Ces émotions, il faut les partager. Et je ne peux pas garder ça pour moi, je ne peux pas garder ça pour mes potes, et il manque un bout. Et peut-être naturellement, je ne sais pas, mais l'idée est venue
de faire partager ses émotions à des personnes pour qui le sport automobile, qui est un sport un peu élitiste, est inaccessible. Et donc, on se tourne vers le handicap. Et donc là, vous organisez régulièrement des sorties, donc avec, avec une mixité, on va dire, dans les voitures, c'est ça? Voilà, moi j'arrive à ce truc-là, donc il y a des handicapés, mais beaucoup de handicapés. Et ils sont avec des aidants et ils choisissent la voiture dans laquelle ils veulent aller. On leur met un casque, ils viennent comme passagers et ils vous disent, quand ils arrivent à parler, ils vous disent vas-y fonce. Et on commence, on chauffe la voiture. Encore? Et non, d'abord tu dis ça va, Ouais. on a le casque, on est ballotté, ça va, je vais pas trop vite. Non, plus. Et puis effectivement, on va rouler, on sort, ça chancelle un peu, et vous avez des gens qui ont une banane extraordinaire. Et moi, je fais quelque chose qui est quand même pas écolo, qui est pas dans l'époque. J'ai un peu honte, et je suis fier finalement. François, donc là, il y a des sorties régulières. Donc, oui, évidemment, nous soutenons ce que tu fais. Vous aussi, vous allez le faire. Tu as besoin de quoi? Un petit peu de sous, par hasard, non? Alors, Partage par le sport a un budget annuel de 70 000 €. C'est une association locale. On a besoin de 70 000 € par an. On arrive à le couvrir. Mais bon, Et tu fais quoi avec ça, indépendant de payer les honoraires d'avocat de Gérard? Eh ben, Gérard, c'est 90% des honoraires. Comme tous les avocats. Non, en fait, on crée des lieux, des lieux pour favoriser les rencontres et tisser les liens d'amitié avec ces personnes-là. Donc, on privatise des circuits. En l'occurrence, on privatise le circuit des Écuyers. On en privatise un aussi à la montagne, le circuit de Flaine. Et dans ce circuit privatisé, eh bien, on crée des stands, un stand mécanique où ils vont apprendre à changer une roue, un simulateur automobile pour s'essayer au pilotage. Et puis, il y a les pilotes qui viennent. La voie d'entrée du pilotage est très importante pour nous. Les pilotes viennent et font des baptêmes à ces personnes-là. Donc voilà, donc il faut des sous pour continuer à en faire le plus possible. Et... Moi, je pense qu'au-delà des sous, on aurait certainement besoin d'être rejoint par tout un tas de gens qui ont certainement des voitures extraordinaires dans leur garage, qui n'osent pas sortir pour rouler à 90 ou 80, se faire toper, et qui auraient envie d'aller faire un tour sur un circuit et peut-être de rejoindre les valeurs éthiques de l'association. Ça, je laisserai François en parler. La prochaine sortie, on va être très concret, c'est le 2 octobre, c'est la semaine prochaine. Ah oui, quand même. Ouais. Ça se passe à 1 heure, même pas 1 heure de Paris, sur le circuit des Écuyers. Franchement, si vous avez envie de faire un tour et de venir voir ce que c'est, n'hésitez pas. Alors, ouais. Ça sentira un petit peu la gomme. Ouais. Et il y aura quelques jolies voitures, mais aussi des voitures plus banales. Et puis, il y aura des gamins ou des gens moins jeunes qui seront handicapés. Et vous allez voir que le film, un petit truc en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas qu'au cinéma. Voilà, c'est pas qu'au cinéma. Et moi, je pense qu'aller à la rencontre de gens qui sont différents, c'est un truc qu'on peut faire et qu'on peut faire en s'enrichissant. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis des associations comme ça, il pourrait y en exister ailleurs et d'autres. Ouais. Après, si vous pouvez participer à d'autres choses avec nous, il y aura des ventes aux enchères. Ça peut être intéressant, François, de suivre en tout cas la sauce. On vous invitera. Je sais que Dominique Chapat a décidé de vous aider un peu. Dominique, alors, Dominique avait l'air d'être intéressé. Un grand copain du club. Alors lui, il cumule. Hein. Vous, c'est déjà limite avec les bagnoles, mais Dom Chapat, qui est un copain depuis très très longtemps, lui, c'est les voitures, mais c'est aussi le vin, la taxidermie, la corrida. Donc vraiment, c'est politiquement incorrect. En tout cas, vous tous les deux, vous avez quand même, pour terminer, un point commun avec le vin. Toi, Gérard, tu as accepté d'être le président du Wine Business pendant 10 ans. Qui se réunissaient à Reims, aux Crayères. Oui, c'était bien. Et tu as vécu quand même on a vécu des grands moments. Quoi. Et j'ai reçu Apollonie Apollane, je ne sais pas si c'est dans cette salle. Alors malheureusement, elle est repartie retrouver son chéri. Enfin, heureusement d'ailleurs. Oui. Et j'ai reçu Jean-François Cade, mais alors j'ai un regret, je ne vous ai pas reçu. Quoi. Et c'est dommage parce que pas trop tard, le club aujourd'hui est dormant, mais j'aimerais bien le réveiller, rien que pour avoir le plaisir de vous entendre parler littérature. Et donc toi, François, tu adores les bonnes choses aussi. Voilà, et tu es membre d'un club de dégustation aussi à Reims, c'est ça? Exactement. C'est un caviste qui s'appelle Éric Fèvre, qui est vice-meilleur caviste de France, ouais. Et chez qui je vais faire des dégustations toutes les 6 semaines, en essayant humblement de m'améliorer dans ce monde magique du vin. Et prendre du plaisir aussi, parce que s'améliorer c'est bien, mais prendre du plaisir c'est quand même pas mal. Partage par le sport. Il y a un site qui s'appelle comment, le site? Il y a un Instagram et un Facebook.
C'est plus facile pour la communication. Si vous voulez parler avec moi ou un membre de l'asso, vous allez sur Instagram et puis je Accès réponds. direct, quoi. Un Y compris à Messenger, Gérard. je En tout cas, réponds. si ce soir vous avez envie de discuter avec eux, avec François, avec Gérard, ils sont à votre disposition. Merci, on les applaudit Alain. très chaleureusement. Bravo. Partage par le sport.